Et Emmanuel, du coup, je te laisse la parole. Merci Laurent, bonsoir tout le monde, merci pour votre présence à ce rendez-vous de la SFU qui est consacré à l'aménagement de la Guyane. Je suis Emmanuel de la Masselière, je suis urbaniste et aménageur, je travaille en indépendant et je suis spécialisé dans les stratégies de projet, de territoire ou d'opérateurs. Et c'est moi qui ai proposé d'organiser ce rendez-vous de la SFU pour deux raisons que je voudrais vous exposer. La première, c'est que je pense que la Guyane va vous intéresser. Elle n'est pas très connue, mais c'est un territoire français très original par sa démographie, par sa biodiversité, par l'ensemble de ses besoins, par la récence de l'aménagement qui n'a qu'une cinquantaine d'années. Et du coup, en Guyane, il faut encore beaucoup faire. Par exemple, il faudrait produire 30 000 logements en une dizaine d'années. Il faut aménager des zones d'activité, des infras, des réseaux, des équipements. Et il faut le faire en préservant une incroyable biodiversité. Ben moi, oui. Depuis quelques années, je travaille pour le PFA et nous avons construit une stratégie opérationnelle et financière que je crois sincère et que Denis vous présentera donc dans un instant. Nous essayons désormais d'accélérer sa mise en œuvre malgré d'innombrables freins, des normes qui sont souvent inapplicables, des ressources humaines qui sont souvent sous-dimensionnées, des coûts de foncier et de travaux qui sont très déconnectés des capacités économiques des acteurs, un modèle économique et financier de l'aménagement qui est compliqué. Il faut inventer un mode d'aménager en Guyane et les Guyanais y réfléchissent depuis quelques années au travers d'un concept qu'ils appellent la ville amazonienne durable et Denis nous en parlera. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons besoin de vous. La Guyane a besoin de vous. Face à ces besoins immenses, les ressources sont trop faibles, même si l'État investit par exemple entre 15 et 20 millions d'euros pour le seul aménagement. Mais les bailleurs ne sont que deux ou trois, comme les promoteurs, et leur capacité à acquérir les charges foncières ne suffisent pas nécessairement pour répondre à tous les besoins. L'EPFAG prévoit par exemple de vendre 1 million de mètres carrés de charges foncières de logement environ d'ici une dizaine ou une douzaine d'années. Les ressources humaines au sein des maîtres d'ouvrage ou des autorités comme l'autorité environnementale, les tribunaux, la DIE, etc. ne suffisent pas. Et enfin, les bureaux d'études urbaines, techniques, environnementales, les AMO, les entreprises de construction sont peu nombreux à oser venir en Guyane. L'objet de ce rendez-vous de la SFU est donc là, vous donner envie de Guyane et en particulier vous donner envie d'aménager la Guyane et vous aurez en plus la chance de travailler dans un cadre qui est absolument magnifique. Je vous souhaite à tous une excursion aux îles du Salut ou sur le Maroni et puis 2 ou 3 nuits dans la forêt, aux fêtes de la canopée, au milieu des paresseux, des singes, des ibis rouges ou des harpies féroces. Voilà, je vais vous deux mots sur Denis, qui est le DG de l'EPFA depuis maintenant 7 ans. Il est ancien directeur de ce qui s'appelait, je ne crois pas, mais quelque chose comme la direction départementale des territoires de Guyane. Il est présent en Guyane depuis 20 ans, il passe beaucoup de ses loisirs dans la forêt. Il a donc une passion pour ce territoire français amazonien. Et Denis, je te cède la parole pour que tu nous racontes cet aménagement de la Guyane. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de Guyane française. Donc, la Guyane française est un des départements et territoires d'outre-mer français. Et je vais juste commencer par une toute petite incise sur l'outre-mer en général, qui, pour plein de raisons, quand on en parle et traité, souvent on dira « Ah oui, on a oublié ». En général, on dit « On a oublié » parce que, voilà. « Ah, on a oublié l'outre-mer » dans à peu près n'importe quel processus réglementaire ou législatif. Pour autant, l'outre-mer n'est pas extrêmement homogène et je vais juste vous en faire un petit commentaire. Alors, pourquoi ça passe voilà. Alors, l'outre-mer, c'est... Alors, on va mettre de côté les terres australes, antarctiques françaises, la terre Adélie, on met de côté Saint-Pierre et Miquelon.
Mais globalement, il y a des choses qui rassemblent l'outre-mer, effectivement. C'est grosso modo des endroits où il fait chaud. Climat tropical ou équatorial, ça concerne à peu près toutes l'outre-mer français. Les cyclones, par exemple, concernent la majorité des territoires. On l'a vu récemment en Mayotte, on le voit régulièrement aux Antilles. Ça concerne pas du tout la Guyane, par exemple. Les risques sismiques, volcans, tremblements de terre, ça concerne essentiellement les Antilles. Par contre, sur les aspects de changement climatique, il y a des effets évidemment moins contrastés qu'en milieu tempéré, mais la question de la montée de la mer concerne tous les territoires d'outre-mer. Si on se rapproche un peu de nos sujets, il faut savoir que les territoires d'outre-mer ont des dynamiques démographiques totalement différentes. Les Antilles françaises, la Martinique, la Guadeloupe, sont parmi les départements les plus vieux de France et sont en perte de population permanente, alors qu'à l'opposé, la Guyane et Mayotte ont des taux de croissance démographique assez stratosphériques, ce qui ne pose pas les mêmes problèmes. Or, aux Antilles, la baisse de la population compensée par le tourisme, c'est un autre sujet. Autre point important également, l'organisation politique des départements et des ex-départements d'outre-mer et des ex-territoires d'outre-mer est tout à fait différente par rapport à la Constitution française. Les départements d'outre-mer, article 73 de la Constitution, sont des départements, je dirais, entre guillemets, comme n'importe quel département français. Les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire le Pacifique notamment, ont un fonctionnement de quasi-autonomie, de très forte autonomie, avec un gouvernement local, des ministres locaux, et l'État qui n'est là que pour les fonctions régaliennes, mais au sens strict. La monnaie, la justice, l'armée, etc. Un autre point commun, par contre, la plupart des départements d'outre-mer, c'est qu'ils ont une intégration régionale des plus limitées, ce qui n'est pas forcément intuitif, effectivement. C'est-à-dire que la Guyane, située en Amérique du Sud, a beaucoup moins de relations avec ses voisins, le Brésil, qui nous englobe quasiment, qu'avec la France métropolitaine, voire les Antilles. Bon, ça c'est pour l'outre-mer en général. Alors là, on va revenir sur la Guyane et l'établissement public foncier et d'aménagement. 2 mots sur le PFA. Bon, vous connaissez, j'imagine, les établissements publics fonciers, nationaux ou locaux. Les établissements publics d'aménagement en charge de opérations internationales. Alors nous, on est un hybride. On est un établissement public foncier et d'aménagement. Donc, c'est le même statut que Grand Paris Aménagement ou que le PFA de Mayotte. Et pour la petite histoire, ce statut a été inventé en Guyane en 1996 avec la mise en place de notre établissement. Donc, il a essaimé à Paris, pour une fois, le concept a traversé l'Atlantique d'ouest en est. Bon, on est un établissement public national avec un conseil d'administration local, une gouvernance paritaire, moitié d'élus, moitié de fonctionnaires, 3 métiers, l'aménagement, le foncier et l'agriculture. On investit tous les ans entre 10 et 40 millions d'euros. On est aménageur de l'OIN de la Guyane, donc qui correspond au triplement de notre activité historique. Il y a 2 ans, je vous disais qu'on investissait entre 10 et 15-20 millions d'euros. Au mois de janvier, j'ai passé 40 millions de marché de travaux. C'est le début des grosses manœuvres de l'OIN. Et on est également en amont de la plupart des grands projets du territoire par l'activité foncière, donc transport en commun, site propre, ponts, infrastructures de transport diverses et les opérations de rénovation urbaine. Enfin, on a des occupations, alors ça, on peut le retrouver un peu n'importe où, hein, c'est des choses que font classiquement les aménageurs ou les ensembles fonciers. Il y a des choses plus spécifiques à la Guyane. Nous nous occupons, par exemple, de régulariser le long du fleuve Maroni, qui est le fleuve qui fait la frontière avec notre voisin du Suriname, des personnes qui ne l'ont jamais été, alors que ça peut être des Amérindiens qui sont là depuis plus de 1000 ans et dont jamais personne s'est occupé de savoir si, après tout, il serait pas bien qu'ils aient un titre, puisqu'ils sont plutôt chez eux, en fait. Voilà, alors ça, c'est des opérations spécifiques à la Guyane. Alors, quels sont nos enjeux d'aménagement? Alors, il y en a 2. D'abord, la taille du territoire. Donc, je vous ai mis à gauche la superficie des différents départements et territoires d'outre-mer. Certains sont connus, hein, ceux qu'on voit dans les affiches du métro, hein, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, vous les voyez surtout en hiver. Et puis d'autres le sont moins.
et peuvent être de taille importante. La Guyane, c'est grand comme la Nouvelle-Aquitaine, 84 000 km². C'est à peu près grand comme l'Autriche également, un peu plus petit que le Portugal. Donc, ce premier enjeu, la taille du territoire. Donc, c'est quelque chose, c'est un endroit très grand. Le deuxième enjeu à droite, c'est la démographie. Donc, la courbe qui est en plein, bleu et rose, c'est la démographie en 2018. Et ce qui est en projection en pointillé, enfin en pointillé élargi là, hein, c'est les projections 2040 et 2070. Donc, deux éléments importants que vous comprenez immédiatement. Premièrement, la pyramide des âges, c'est une vraie pyramide avec une base très large. Et deuxièmement, pour l'instant, la tendance à la cylindrisation, disons, n'est pas évidente, même si la tendance à l'accélération, à l'augmentation diminue. Mais on parle du taux d'augmentation et pas de l'augmentation elle-même. Voilà, donc nos enjeux sont là, un grand territoire, pour l'essentiel vierge, et une population avec une démographie galopante. Et j'ajouterai une démographie plutôt captive, parce qu'on n'est pas dans un endroit où il y a une forte mobilité. Deuxième enjeu de la Guyane, c'est son taux d'équipement actuel. Alors, le taux d'équipement actuel, je vous l'ai résumé par cette photo. Là, on est à 15 km de Kourou, port spatial de l'Europe, etc., etc., etc. Et quand on prend une photo comme celle-là, 360 degrés, vous pouvez admirer la richesse des différents équipements construits par l'homme depuis 1000 ans en Guyane. Donc, c'est notre deuxième enjeu très important. Je veux dire, la Guyane n'est pas équipée du tout, en vrai. Alors, si on prend quelques chiffres, reprenons la démographie. La démographie, en 1964, 30 000 habitants, 100 000 en 89, 300 000 en 2024, 480 000 prévus, donc vous avez vu les courbes. Alors, pourquoi j'ai pris ces chiffres-là? Donc, 1964, c'est mon année de naissance, mais c'est aussi l'année au cours de laquelle le général de Gaulle a annoncé à la Guyane et à la France que le centre spatial guyanais serait créé à Kourou. 30 000 habitants. On est aujourd'hui 10 fois plus. En 89, 100 000. Pourquoi 89? C'est l'année à laquelle je suis arrivé à Cayenne pour la première fois. Donc, depuis 89-90, donc la population a triplé. Et vous avez vu la photo que j'ai présentée avant, la population n'a pas triplé, évidemment, de manière homogène sur le territoire. Elle se concentre, évidemment, là où il y a déjà des villes préexistantes, à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, ce qui veut dire que nos enjeux, outre le couteau dans le dos qu'on a avec la démographie, c'est tout ce qui en découle en termes de logement, en termes de transport, en termes de services publics de toute nature, éducation, santé, sécurité, énergie, eau, etc., etc., et bien sûr, développement économique. Alors, l'énergie, ce n'est pas un sujet anodin, puisque on n'est pas sur le continent européen, et la Guyane n'est pas du tout raccordée au réseau électrique des pays voisins, comme la France, enfin les pays européens le sont entre eux. Et je veux dire, en plus, c'est pas près de l'être, puisque la norme électrique américaine n'est pas exactement la même que celle qu'on utilise en Guyane, par exemple, sur la fréquence. Alors, quel gisement de foncier avons-nous pour aménager? Alors, on dirait on en a énormément, oui et non. Donc, la base de l'aménagement de la Guyane, c'est ce qu'on appelle un schéma d'aménagement régional, c'est le STRADET local qui intègre un certain nombre d'autres documents, je vous passe les détails, donc, et qui définit les grandes vocations de ce territoire. Donc là, vous avez la carte de la Guyane isolée dans son environnement. Au nord, c'est l'océan Atlantique. À l'ouest, c'est le Suriname qui avant s'appelait la Guyane hollandaise, pays aujourd'hui indépendant et narco-État notoire. Et au sud et à l'est, c'est le début du Brésil, 8 millions de kilomètres carrés, rien que pour l'Amazonie. Enfin bon, voilà, on est 4 millions pour l'Amazonie, 8 millions pour le Brésil. On est sur des dimensions extrêmement importantes. Alors ça, c'est bon. Les zones que vous voyez là sont pour l'essentiel des zones de différenciation d'activité au sein de la forêt, sauf les taches jaunes qui sont destinées à l'agriculture.
Et l'artificialisation de la Guyane, aujourd'hui, est à moins de 0,5% du territoire. Autant vous dire que on est dans du zéro artificialisation nette si on le rapporte à la superficie du territoire. Alors, deuxième caractéristique de foncière, et qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le foncier de la Guyane, ce qui apparaît en bleu, tout le bas, est du domaine privé de l'État. Alors, c'est un argument qui est souvent utilisé par les politiques locaux pour expliquer ou excuser des difficultés d'aménagement. Il faut le prendre avec des pincettes parce que si vous prenez des communes urbanisées, et là vous avez quelques barrettes en dessous, donc comme Cayenne, comme Matoury, comme Macouria ou Rémire-Montjoly, la part de foncier privé ou appartenant aux collectivités, enfin n'appartenant pas à l'État, est là nettement plus réduite que la statistique globale. On va dire en gros, l'État est propriétaire de la forêt guyanaise pour l'essentiel. Ce qui veut dire que l'aménagement en Guyane a quand même un avantage important, c'est qu'il y a quand même une bonne part de foncier qui est public, alors pas forcément qu'État, mais ce n'est pas la règle générale dans la plupart des baux. Mais c'est une particularité de la Guyane et de l'historique de son histoire coloniale. Enfin coloniale, mais aménagée par l'État. Il y a des anciens pays, anciennes colonies, où l'essentiel du foncier est privé. Alors, quand on aménage, vous le savez, on prévoit des villes nouvelles, des quartiers nouveaux. C'est pas forcément rapide. Et pendant ce temps-là, il se passe des choses. Et en Guyane, avec la dynamique démographique que je vous ai montrée, quand on n'aménage pas assez vite, et en fait, il se passe 3 ou 4 choses importantes. La première, évidemment, très classique, ceux qui ont des logements ou ceux qui ont du terrain spéculent dessus. Donc, on a des tarifs élevés. Le loyer moyen guyanais est à 17 € le mètre carré. Les prix du foncier sont astronomiques. Quand nous, on les achète entre 50 et 60 € le mètre sur des carrés de foncier non aménagés. C'est les tarifs actuels. On a également de la suroccupation de locaux. On avait le record hors Mayotte. Et évidemment, comme on est grand, on y a une soupape de sécurité. Et sa soupape de sécurité, c'est le fait que des gens construisent là où ils peuvent et le font assez vite. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ah oui, j'avais oublié ça. De ce qui se passe. Alors, en termes d'aménagement, donc qu'est-ce qui existe en Guyane? Donc ça, c'est des schémas assez classiques d'opération d'aménagement. On va dire en extension, en friche urbaine ou ou de l'immobilier pur. 99% des opérations d'aménagement, c'est la ligne du haut. On aménage, alors c'est pas des champs de betteraves, je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver un diagramme avec des savanes ou des forêts tropicales, comme quoi c'est pas très fréquent, mais on est à 90% sur des créations de villes nouvelles. Voilà. Alors donc, je reviens à mon sujet. Ça, c'est une statistique qui a été faite avant la création de l'OIN. On observe un besoin de logement de l'ordre de 4 000, 5 000 logements par an. Aujourd'hui, ils s'en construisaient avec permis à peu près 1200. Ils s'en construisaient sans permis, donc illégalement à peu près autant. Et le total, évidemment, ne couvrait pas le besoin démographique. C'est ce type de calcul, il y en a eu d'autres, qui ont justifié la création, la mise en place d'opérations d'intérêt national en Guyane, de manière à enrayer ce système, puisque ça faisait 20 ans que le taux de croissance de l'habitat illégal était supérieur au légal. Alors, si on l'illustre sur des cartes, là, vous avez, ça commence en 2001 en haut à gauche. Donc, vous avez en bas, au sud, un quartier que vous allez pouvoir suivre au cours des ans, qui est une des plus grosses zones actuelles d'aménagement de l'établissement. Ça s'appelle le quartier de Soula, 2500 logements, 4 groupes scolaires, 2 collèges et sur 280 hectares à peu près. Donc, vous regardez l'espèce de trait qui passe au milieu, c'est la route nationale 1.
Voilà, il y en a deux en Guyane. Il y a la route nationale 1 qui va vers l'ouest et la route nationale 2 qui va vers le Brésil à l'est. Et tous les petits points, c'est les constructions nouvelles détectées dans l'année. Alors, illégal. Donc, en 2001, en 2005, en 2010, et ainsi de suite. Et ce qui est entouré donc de façon contrastée, c'est le secteur de ce qui est aujourd'hui l'opération internationale. Donc, au cours du temps, vous voyez un endroit tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans la banlieue de Cayenne. Donc, de développement, d'habitat formel, hein, au sud, il y en a, hein, voilà, donc notre fameuse ZAC de Soula, et au nord, jusqu'en 2025, en bas à droite, du développement d'habitat illégal. Donc, en surface, tout confondu, c'est presque aussi grand que la ZAC de Soula. En termes de densité, évidemment, c'est beaucoup moins élevé, puisque l'habitat illégal, il n'y a pas besoin de se serrer, hein, on n'est pas chez soi, on ne paye pas le terrain, et on n'est pas dans des bidonvilles urbains. Donc, effectivement, la densité de l'habitat illégal, elle est à même pas à 3 logements hectares chez nous. Et par contre, il y a une grosse consommation de surface, de terrain, bien sûr, et des impacts environnementaux que je vous laisse imaginer, mais qu'on pourra regarder d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe. En fait, c'est l'impact visible de l'inaction, c'est-à-dire le développement massif, mais là, on est massif, parce que ça, c'est un des exemples sur un secteur OIN, que le secteur 15, il y en a 24. Et comme vous le voyez sur les dessins, enfin sur les photos, il n'y a pas que dans l'OIN, bien sûr, que les terrains se développent. Pour la petite histoire, tous ces terrains-là sont quasiment tous des terrains privés, hein. Il y a très peu de terrains publics à cet endroit-là. Il y a un petit terrain d'État, mais tout le reste, c'est des terrains privés. Donc de personnes qui peuvent être à un moment donné des marchands de sommeil qui se font déborder, ou simplement des personnes qui sont pas là ou qui se font déborder tout court dès le départ. Donc c'est aujourd'hui le sujet principal. Pour nous, pour la Guyane en général, vous avez à peu près 40 000 logements illégaux en Guyane, euh, à 3 personnes et demie par logement, ça fait plus de 120 000 personnes. Nous sommes 300 000, il y a pratiquement un Guyanais sur deux, une Guyanaise sur deux qui vit dans un logement illégal. Ça, c'est une première réalité. Alors, deuxième réalité, on va zoomer un petit peu, ça sera ça sera moins théorique. On est dans un quartier de Saint-Laurent-du-Maroni, ça du mois dernier, donc avec un joli carrefour giratoire que nous avons réalisé dans le cadre d'un PUP avec la mairie de Saint-Laurent, un foncier au-dessus qui a été vendu pour un hôpital de jour, et puis une zone d'habitat informel un peu au-dessus. Il y a à peu près 200 logements. Bon, à cet endroit-là, il est prévu un collège, hein, et des logements. Et puis les 4 points rouges, donc au cours de nos tournées de terrain, on détecte des logements en construction. On y va, donc on voit ça et on le démolit. Donc on essaie de les démolir. Sur les 4, on a pu en faire démolir 2 avant qu'ils soient habités, dans le cadre de procédures dédiées à la Guyane qui apparaissent dans la loi. Il faut savoir que plus de la moitié de la population guyanaise est sous le seuil de pauvreté, hein, 53%, ce qui explique également, qui permet aussi de comprendre les choses qui se passent ici. Donc là, on est sur un quartier d'extension de personnes qui aujourd'hui n'ont pas n'ont pas de papier, qui ne veut pas dire qu'elles n'en auront pas demain, mais voilà, mais qui se développent de façon extrêmement rapide. Alors bien sûr, tout ça, il y a on le voit, hein, il y a des citernes pour l'eau, des puits, récupération d'eau de pluie, des puits éventuellement. Et évidemment, il n'y a rigoureusement aucun assainissement et toute l'électricité vient de piratage. Voilà. Alors, ça, c'est la démographie, c'est le contexte social de la Guyane. Grande jeunesse également, hein, il y a, sur les 300 000 habitants de Guyane, il y a 90 000 scolaires et 10 000 enseignants. C'est vous dire le poids de l'éducation et l'enjeu que ça représente, mais aussi le poids de la jeunesse dans la Guyane. La moitié de la population de la Guyane a moins de 30 ans. Et vous avez vu les pyramides des âges, c'est pas tout de suite que ça va se corriger. Bon, ça, c'est une chose, les données humaines. Deuxième chose, la géographie. Donc, je vous ai dit en début d'exposé que parmi les faits communs au département d'outre-mer sur le changement climatique, il y avait la montée des eaux. La Guyane est un plateau assez plat,
Si on simule en Guyane une montée des eaux d'1 mètre du type scénario tendanciel 2100, on obtient, alors ça c'est pas très scientifique, on a fait ça avec des courbes de niveau et des zonages de PPR et d'atlas divers et variés sur les montées des eaux, les submersions marines et les crues. Mais ça veut dire que, en gros, les 3/4 du littoral de la Guyane d'aujourd'hui seront soumis à des submersions de plusieurs semaines dans 80 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est, alors il n'y a pas qu'en Guyane qu'il faut l'anticiper, mais la géographie de la Guyane, sa topographie fait que c'est un sujet qui est un sujet prégnant aujourd'hui chez nous. Euh, alors, pas de la même manière qu'aux Antilles ou la Réunion, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui habitent sur le bord. Par contre, ça représente des surfaces extrêmement importantes et accessoirement des voies de communication qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas multiples. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui est devant nous. Donc, vous avez également les zones d'opération internationale qui sont, pour certaines, qui sont dessus. Donc, on est sur un sujet qui est important, qui commence à être perçu, mais anticipé, je n'irai peut-être pas jusque-là. Alors après, on prépare l'avenir. Alors, comment fait-on pour préparer l'avenir? Alors, donc, nous construisons des écoquartiers. Nous essayons de faire la ville amazonienne de demain. Et là, vous avez 4 exemples, dont 2 qui sont virtuels et un qui est en train de le devenir. Non, 2 qui sont réels et un qui va devenir réel. Donc, en haut à gauche, vous avez un aménagement d'un petit quartier pour nous. Un petit quartier pour nous, c'est 15 hectares, 600 logements, une école. Donc, c'est un quartier qui s'appelle Palika. Je pourrais vous passer tout à l'heure le lien pour télécharger un film qui a été fait sur le suivi de ce chantier de ce quartier depuis 4 ans et qui a été terminé avant-hier. Donc, c'est voilà, exprès pour la SFU. Donc, qui est assez intéressant. En bas à droite, c'est un extrait, enfin une photo du premier écoquartier qu'on a fait en Guyane, donc qui est le modèle, l'archétype un peu pour la ville amazonienne durable, ou en tout cas la ville amazonienne de demain. Et les 2 autres, c'est un quartier qui s'appelle Tigmaringouin, pour lequel les travaux, c'est les fameux 40 millions de travaux que j'ai signés en début de mois là. C'est pour faire ces aménagements-là. Voilà. Alors, je vous rassure, on a une comitologie complète, hein, comme partout, puisque toutes les réglementations du débat public, sur les enquêtes publiques, sur les consultations, sur les concertations, sur tout ce qu'on peut imaginer se fait avec les pouvoirs publics, les communes, les EPCI, les collectivités diverses et variées, l'État local, l'État central et bien sûr le territoire avec ses habitants, avec sa société civile, avec ses entreprises de façon importante. Alors, à quoi ressemble une ville amazonienne, un écoquartier amazonien? Donc, je vais vous l'illustrer sur le premier qui a été fait, mais qui est un bon exemple. Donc, on est sur une ZAC qui fait 75 hectares au total, donc moins de 60 aménagés. Sur le plan que vous avez là, vous avez une répartition par nature de construction. Donc, le bleu clair, c'est du logement social, le violet, c'est des lots économiques. Le verdâtre, pas très joli, là, c'est des logements collectifs libres. Et le jaune clair, c'est des lots individuels. Sur nos quartiers, et le rouge, les équipements publics. Donc, typiquement, voilà, un éco-quartier classique pour nous, 40 hectares, 40 à 50 hectares, 1500 logements, 2 écoles, un collège. C'est ce qu'on a là. Bon, il se trouve que sur là, il y a un lycée en plus. Voilà, il y a 10 000 m² de surface d'activité économique, 20% d'espace vert, dont la plupart maintenus, hein, puisqu'on travaille sur un endroit qui est quand même extrêmement naturalisé, naturel plutôt, et donc il y a des morceaux de forêt, pas de forêt, quoi, de forêt amazonienne, qui sont conservés, en plus des parcs et jardins ou des jardins vivriers que l'on prévoit également autour de logements sociaux. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Euh, avec les chiffres qui sont à votre gauche, donc de 1200 logements à peu près sur ce quartier. Voilà, donc ça c'est son implantation un peu plus locale, un peu plus élargie, excusez-moi, donc qui reprend la programmation sur ce qui a été fait à cet endroit-là. Donc ça reste peu dense par rapport à ce qu'on peut voir évidemment dans l'Hexagone. Pour la Guyane, c'est quelque chose qui est vraiment dense, on en parlera un peu tout à l'heure,
avec 30 logements par hectare aménagé. Alors évidemment, par ailleurs, le taux d'espace vert par personne, il est de 100 ou 250 mètres carrés et pas les 12 mètres carrés normatifs. Voilà. Alors, dans une ville amazonienne, donc on essaie d'utiliser des produits et des ressources locales. Donc, comme l'a dit Emmanuel en entrée, c'est pas la biodiversité qui manque en Guyane. Donc, effectivement, il y a tout un travail qui se fait sur la sélection d'espèces locales, donc d'Amérique du Sud et de préférence d'Amazonie et de la partie humide, qui peuvent survivre au soleil, parce que ça, c'est pas évident, parce que la plupart des espèces forestières meurent au soleil, survivre au soleil et avoir des intérêts ornementaux ou esthétiques, ou les deux, dans le cadre d'un aménagement urbain. On a fait aussi des essais sur des questions de traitement des eaux. Il pleut beaucoup en Guyane, j'en ai pas parlé, hein, il pleut 4 mètres par an, donc c'est un pays tropical humide. Voilà. Donc il y a en saison des pluies, comme en ce moment, il pleut vraiment beaucoup. Donc il y a de toute façon un traitement très important à faire sur tout ce qui touche à l'eau, en prévention par rapport aux inondations, mais également en traitement en eau urbaine. Voilà. Après, on a fait des essais divers et variés. On a essayé de faire des poteaux électriques en réutilisant des arbres qui ont été coupés. Ça s'est avéré être un échec pour des questions de vieillissement différentes. Enfin, en fait, les mairies ne veulent pas reprendre ça en gestion. C'est impossible. Enfin, c'est pour eux ingérable. Donc voilà, c'est un essai. Ça peut marcher, mais pas là. On a fait des essais aussi de réutilisation de la terrine sur place, de valorisation des blés remblés. Voilà, on est en OIN, on est en EPN, on fait des essais, c'est normal. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas. Voilà. Alors après, on a beaucoup travaillé également sur l'utilisation dans les matériaux locaux, donc morts, hein, enfin morts, oui, pas des plantations, donc utilisation du bois. Il y a 1000 espèces d'arbres à peu près en Guyane. Il y a largement ce qu'il faut pour trouver des arbres résistants. Pour autant, le mobilier urbain et le taux d'UV qu'on a ici font que tout n'est pas aussi simple, non pas à mettre en place, hein, la mise en place c'est facile, hein, mais à gérer et être géré ensuite par les collectivités avec leur marché, je dirais, habituel. Et en ce sens, on a eu beaucoup finalement de retours sur ces premiers écoquartiers, sur le fait que les collectivités de Guyane, en tout cas, et les services aux collectivités de Guyane, finalement limitent pas mal les capacités innovantes que peut avoir nos équipes de maîtrise d'œuvre, dès que l'on passe au prisme de la maintenance par les dites collectivités. On a les mêmes choses, hein, en termes architecturaux quand on travaille avec les bailleurs sociaux. Donc tout ce que vous avez là, c'est des logements sociaux. Donc les logements sociaux, donc avec beaucoup de bois, hein, de bois de Guyane, hein, en faisant le calcul a posteriori, parce qu'on l'avait pas fait avant, quasiment tous les bâtiments de ce quartier sont en bâtiments biosourcés niveau 2. Mais ça n'avait pas été spécifié comme ça au départ. On avait spécifié des pourcentages de volume de bois dans l'architecture. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existe néanmoins et qui amène beaucoup de qualité de chaleur, mais au bon sens du terme, pas plutôt de fraîcheur en fait au niveau thermique, mais de qualité de vie dans les logements en général et les logements sociaux en particulier. Après, il y a eu tout le travail que vous pouvez imaginer sur la ventilation. Les logements sociaux de Guyane et la même partie des logements ne sont pas climatisés. Pourtant, il fait chaud et il faut travailler beaucoup les îlots de fraîcheur, la ventilation naturelle de l'ensemble de ces choses. Voilà, ça c'était pour aussi montrer qu'il n'y a pas que du logement et du logement social. C'est le plan du bâtiment qui a gagné le concours pour les 10 000 mètres carrés de surface économique à l'entrée. Donc, bâtiment avec beaucoup de matériaux locaux. Donc, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a des briques qui se font avec la latérite, le bois de la forêt, bien sûr, certifié par l'ONF. C'est pas du bois du Brésil qui rentre en contrebande et qui permet d'avoir des architectures qui sont assez sympathiques. Et j'espère, quand ça sera construit, puisque la construction devrait commencer cette année, agréable à vivre. Voilà. Alors, deuxième sujet qui permet aussi de préparer l'avenir, c'est tout ce qui touche à la modélisation 3D des opérations. Donc, ça, c'est des outils qui sont connus, hein. Nous, on utilise l'outil Landsim.
Donc, qui permet donc, on est au même endroit que ce que je vous ai montré sur la prolifération de l'habitat illégal. Donc, la prolifération de l'habitat illégal, elle est plutôt en haut à droite de l'image. Là, on est sur le quartier que nous avons aménagé, donc qui s'appelle Soula, avec aujourd'hui un quartier essentiellement résidentiel et scolaire. Il y a très peu d'activités économiques. Il y a 7000 mètres carrés que vous voyez, les trucs en forme de L qui est à l'entrée. Et dans le cas d'Oyen, on prévoit 90 hectares de ZAC à l'entrée qui donneront quelque chose qui pourra ressembler à ça. Donc ça, c'est des outils assez classiques, enfin assez classiques, pas en Guyane, hein, enfin qu'on est les seuls à utiliser à ce niveau-là, qui permettent donc de pouvoir discuter avec les pouvoirs publics, les parties prenantes, les collectivités, sur la physionomie, la forme urbaine de leur futur quartier, de ce qui va se passer dans les aménagements à venir et donc se projeter sur les villes de demain réellement, quoi. Donc ça, c'est sur Soula. Un autre quartier, Palika. Donc Palika, je vous l'ai montré, c'est celui qui est en travaux, qu'on a terminé. Donc la photo était prise depuis là où je mets la souris en ce moment, depuis le haut de la colline. Donc c'est un quartier qui là est simulé entièrement. Donc on est sur une densité d'à peu près 40 logements hectares, ce qui reste quand même, laisse quand même des espaces verts corrects, hein. Il y en a 3 hectares et demi de parc à cet endroit-là, sur les 15 hectares de la ZAC qui prennent tout ça. Donc ces outils sont partagés, en tout cas pour ces outils informatiques, avec les mairies, donc la mairie de Cayenne notamment, à cet outil qui lui permet aussi de communiquer auprès du grand public sur les projets de la ville en général, dont l'établissement public d'aménagement en fournit une partie. Voilà, donc ça c'est un exemple du SIG 3D de la ville de Cayenne. Donc là, c'est plus notre logiciel, c'est nous. C'est celui de la ville qui permet donc de retrouver la même chose sous un autre angle. Et ce qui est ici, là, le L, donc c'est l'endroit où va se faire le groupe scolaire de ce quartier qui aujourd'hui, pour notre part, est livré. Les voiries sont rétrocédées et les constructions ont commencé à cet endroit-là. Voilà. Et ici, vous avez la simulation donc du quartier Tigre-Maringouin, celui qui était simulé également sur ma slide d'introduction et pour lequel les travaux démarrent c'est en saison sèche cette année dans quelques mois. Voilà. Ces outils de simulation sont vraiment importants et ils permettent de pouvoir montrer également la qualité des aménagements parce qu'en fait, ça paraît pour des urbanistes, c'est quelque chose qui s'aime, mais il faut bien voir qu'en Guyane, mis à part nos quartiers, personne, par exemple, ne fait de trottoir dans les lotissements. Voilà, du tout. Voilà, il n'y en a pas. En tout cas, c'est l'exception et absolument pas la règle. Donc, d'un quartier, on va dire aménagé normalement avec des trottoirs, de l'éclairage, des pistes cyclables, des choses comme ça, qui paraît la banalité. On n'est certes pas sur le prix Nobel de l'urbanisme, mais en Guyane, c'est l'exception et non la règle. Alors, on va prendre un peu de recul, sur l'OIN. On passera vite. Ces slides donc, ont été transférés, vous pouvez les récupérer. Donc voilà, donc ça donne une idée. Tous les périmètres qui sont en vert, donc l'OIN de Guyane fait 5800 hectares, projection de 21 000 logements à 15 ans. Tout ce qui est vert sont des périmètres qui aujourd'hui sont en cours de travail ou d'études ou de travaux. Hein. Ce qui est bleu, bon, c'est des cas particuliers. Et ce qui est rouge, c'est pas très général, c'est bloqué pour différentes raisons de risques naturels, mais également, par exemple, ici nous avons un maire qui, par principe et en vue de la campagne électorale, refuse d'entendre parler de tout logement social. Quand bien même, il vient aussi nous expliquer qu'il ne peut pas loger les jeunes de sa commune. Typiquement, une jeune femme, mère célibataire avec 2 enfants, il peut pas la loger parce que c'est trop cher. Ben oui, c'est normal, il n'y a pas un logement social. Enfin, il y a peu de logements sociaux dans la commune. Voilà, donc c'est pas des sujets très originaux. Voilà, ça arrive aussi chez nous, bien évidemment. Donc, quand on se déplace vers Kourou, donc vous avez ici des périmètres, dont celui de Soula que je vous ai montré, qui est le 15, qui sont également prévus, qui sont quasiment tous en travaux, à Kourou également. Et quand on va vers Saint-Laurent-du-Maroni et vers l'ouest, donc nous avons des choses qui sont également en travaux, sur lesquelles il y a eu des évolutions, puisque pour le coup,
Il y a une des opérations qui s'appelle Les Vampires, qui était déficitaire à la date de l'année dernière et qui, grâce à une bonne réunion, un nouveau projet présenté à la mairie la semaine dernière, est désormais équilibré et donc va passer en phase en AVP et j'espère en travaux l'année prochaine. Voilà. Petit bilan rapidement de ce qu'on a fait. Le PFA, ça vise son œuvre. Entre 2005 et 2022, on a pu loger à peu près 5000 familles et plus à peu près 700 en vente de l'eau libre. Alors ça, c'est une particularité d'un aménageur EPFAG. On fait des ventes directes aux particuliers. C'est une demande sociale importante et pas que pour du logement aidé, également en eau libre. Et c'est quelque chose qu'on continue à faire et qui est important. On a à peu près 10% en moyenne, de nos opérations qui sont vendues en direct à des particuliers pour de la construction individuelle. Voilà. Et donc, notre plan stratégique, donc celui sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Emmanuel de la Masselière, donc on change carrément de braquet puisque on prévoit de faire en 6 ans 2 fois plus de logements que ce qu'on a fait dans la période précédente. On va parler un peu de tarifs de modèle économique. Voilà, juste je reste là-dessus 2 minutes, simplement pour dire que 10 000 logements en Guyane, ça veut dire 2 lycées, 5 collèges, 20 écoles, des équipements de petits-enfants, c'est à peu près un peu moins que des écoles, des équipements sportifs, etc. Puisque nous partons globalement de rien. Donc il faut aussi tirer les lignes de tension, HTA, HTB, enfin voilà, on part de rien. Donc c'est à la fois extrêmement complexe, mais génial. Au niveau boulot, c'est fabuleux. Alors, peut-être notre modèle économique, quel est-il? Donc on a un EPA, on ne rémunère pas d'actionnaires, on n'a fait pas de bénéfices. Typiquement, on vise 30 logements par hectare, à peu près 70 mètres carrés par logement. Le foncier, on espère l'acheter en moyenne à 20 € le mètre carré. Il y a à peu près 4. Alors, c'est des chiffres de 2021, ça a un peu bougé depuis, mais les ordres de grandeur n'ont pas énormément changé. Donc, les travaux sont de l'ordre de 80 € le mètre. On fait des opérations avec 60% de logements sociaux. Or, on est bien au-delà des 30% réglementaires pour les prêts de la Caisse des dépôts. On est systématiquement à 60% minimum de logements sociaux. Ceci, évidemment, pour expliquer en lien avec le fait que la moitié de la population est sous le seuil de pauvreté et donc quasiment toutes éligibles aux logements sociaux. Pour autant, évidemment, on ne fait pas du 100% social. Il y a aussi d'autres demandes. Et l'équilibre du quartier, la qualité, fait que quand on a 60% de logements sociaux, pour commercialiser les 40% de libres restants, il faut qu'il y ait de la qualité. Et c'est, voilà, 60-40, on est sur un équilibre qui n'est déjà pas extrêmement simple à tenir pour nous en tant qu'aménageurs. Voilà. Les recettes, donc on a les charges foncières représentent à peu près les 60% des recettes. On produit la charge foncière 40% plus cher que ce qu'elle est vendue. Et le différentiel est pris par ce qui est en bleu clair en bas, c'est des subventions qui sont à 90% de l'État, 10% de la collectivité territoriale, via un fonds régional d'aménagement. Ça permet de faire des qualités, donc de type ville amazonienne ou écoquartier, tout en ayant des prix de sortie qui permettent aux bailleurs de boucler leur bilan et qui permet aussi de commercialiser au prix du marché du foncier économique ou du foncier libre dans des bonnes conditions. Donc c'est l'équilibre aujourd'hui de nos aménagements en moyenne sur la Guyane. Bon, là, c'est la simulation, enfin, pas la simulation, le constat jusqu'à fin 2024 et la simulation à partir de 2025 des charges foncières commercialisées par les FAG pour du logement et où on voit arriver deux choses, donc sur 2026-5 et sur la droite du graphique, on voit deux choses. On voit arriver des nouvelles opérations et on voit que la pente de production augmente. Donc, on est en train de changer de braquet et normalement, on devrait atteindre, donc, comme il dit, les 20 000 logements un jour, le plus vite possible, je l'espère. Alors, on va parler un peu de densité. Aujourd'hui, nos opérations, globalement, une densité de 30 logements par hectare.
Ça peut être moins pour la ZAC de Soula, on est à 13. Pourquoi? Ben parce qu'il y a énormément de logements individuels, mais également parce qu'on est sur des territoires de savane où il y a beaucoup de terrains qu'on doit éviter. Voilà. Donc, typiquement, on est à l'ordre de 30 logements par hectare. C'est pas mal pour la Guyane, pour comparer. Alors voilà les formes urbaines que cela donne, hein. Sous là, vous voyez, on est sur une moyenne de 12, parce qu'il y a des grands espaces verts. Sur des quartiers plus classiques comme Hibiscus ou Otilly, donc on est sur des choses moins, enfin pas moins vertes, mais en tout cas qui sont euh, enfin voilà, on est autour de ces 30 logements hectares. Et ce que je voulais dire, c'est que, mis à part effectivement Cayenne, qui est une ville assez dense, la ville historique de Cayenne, la ville de Matoury, qui est l'endroit où il y a l'aéroport, par exemple, la tâche urbaine de Matoury, il y a une densité de 9 logements par hectare. Donc, quand on fait de façon organisée des écoquartiers à 30 logements hectares, on est déjà dans une logique de sobriété foncière extrêmement importante, quand bien même nous sommes en extension urbaine. Et encore plus par rapport à l'habitat illégal qui est toujours à 3 logements hectares. Voilà, un petit sujet qui nous préoccupe beaucoup avec Emmanuel, c'est celui-là. Donc, dessin humoristique, évidemment, tout le monde sait que ça se passe pas comme ça dans la réalité. Euh, voilà, donc là, on a des sujets qui peuvent être liés à l'identité réglementaire, hein, entre le département d'outre-mer, enfin département normal, non d'outre-mer, et également des défauts d'anticipation évidents, mais c'est toujours plus évident a posteriori, donc on en a quelques-uns. On pourrait avoir des simplifications qui n'existent pas, mais qui seraient de bon sens sur les types de concertation, sur les langues utilisées. Il y a 70% des adultes de Guyane qui ont des difficultés de compréhension du français à l'écrit, 70%, 7 sur 10. Donc le mode de concertation, avec les enquêtes publiques, les rapports, etc., réglementaires, bah, à l'évidence, ça pose des difficultés. Vous avez un tiers d'étrangers en Guyane, vous avez, etc., etc. Donc, les questions de langue, les questions de délai, les questions de mode de concertation mériteraient, en tout cas pour nous, si on veut faire les choses pour qu'elles soient utiles et comprises, beaucoup de simplification. Ensuite, on a des simplifications par nature. Si on prévoit des conditions tropicales ou ultramarines, évidemment, on évite après de perdre du temps pour se dire le très classique, ah, on a oublié l'outre-mer. Et ça, on l'a partout, hein, sur des problèmes de décalage horaire auxquels personne n'a pensé quand on colle une visio à 9 h du matin à Paris, des problèmes, enfin voilà, il y en a plein. Euh, et ça, les DPE sont un exemple caricatural de ce genre de truc. Voilà, pour l'adaptation des règles en elles-mêmes par la connaissance de ces contextes. Aujourd'hui, il y a une régulation thermique et acoustique sur les dômes qui fonctionne. Nos autorités de tutelle essaient à toute force de vouloir faire entrer des DPE qui n'ont quasiment aucun sens, en tout cas chez nous, vu que les logements ne sont ni chauffés ni climatisés, et que les normes acoustiques et thermiques obligent à avoir des grandes surfaces ventilées, donc ouvertes, donc évidemment pas isolées, puisque c'est des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes. Voilà. On a des sujets de normes électriques de construction dans le code de la construction, de normes électriques pour les logements sociaux. Alors, un peu sur le littoral, mais dès qu'on entre à l'intérieur de la Guyane, on est sur des systèmes ubuesques, où il faut des prises de courant dans des villages dans lesquels il n'y a pas d'électricité, pour que des logements soient homologués logement social, sur des questions de confort, dans beaucoup de cultures guyanaises, qui est une mosaïque de cultures. Donc, la cuisine se fait à l'extérieur de l'endroit où on dort. Donc, évidemment, c'est pas compatible avec des normes de construction d'HLM. Et ensuite, on a beaucoup d'adaptations elles-mêmes qui gagneraient à être, alors, dégradées, entre guillemets, mais cohérentes avec la densité d'informations environnementales générales connues sur le département, qui sont extrêmement lacunaires. Il est impossible de renseigner
ce qui est demandé par n'importe quel formulaire du ministère de la Transition écologique sur, sur la réalité, la topographie, la contenance, l'état physico-chimique, la piézométrie des nappes d'eau, ou tout ça, pas par mauvaise volonté, mais parce que juste ça n'existe pas de la même manière que les mesures de bruit en continu, des choses comme ça. Voilà. Et il y aurait un intérêt à prendre en compte des effets pervers, évidemment, de l'ensemble de ces contextes qui sont loin de Paris, mais qui sont au cœur de la vie de nos habitants. Un exemple qui est assez caricatural, que je reprends souvent, c'est la loi littorale. La loi littorale concerne le littoral, ok? Donc, s'applique aux communes au bord de la mer. Voilà. Il n'y a pas de profondeur définie, parce qu'en général, en tout cas dans l'Hexagone, c'est des petites communes. Ben, en Guyane, manque d'eau c'est pas ça, parce que les communes sont définies sur les bassins versants des fleuves. Donc, il y en a énormément qui arrivent à la mer, puisque le bassin du fleuve arrive à la mer, mais remonte aussi jusqu'à sa source. Donc, vous pouvez avoir des cas où, à 150 km à l'intérieur de la forêt, en théorie, il faudra appliquer la loi littorale pour une construction de carré touristique comme celui voilà, pour monter à la canopée. C'est un peu comme si on appliquait le littoral à Paris parce qu'on est proche de la Manche. Voilà. Voilà. Et ça, il y a une seule commune sur 150 km. Voilà. Alors ça, c'est un oubli. Ça a été un raté. C'est aujourd'hui impossible à récupérer parce que la loi littorale, dès qu'on parle de loi littorale à l'Assemblée, c'est la boîte de Pandore. Mais ça pose au quotidien des problèmes de pratique, mais également de crédibilité de la politique publique pour lequel ça a été fait, ce qui est une mauvaise idée. Voilà. Ensuite, deux mots sur nos opérations de portage foncier. Donc, assez classiquement, donc on travaille sur les grands projets, des reconversions de friches industrielles. Donc ça, pour la petite histoire. J'aime bien une petite histoire. Hein. C'est un centre de diffusion en ondes de course qui avait été installé en France, par la France, en Guyane française, en Calédonie, à l'époque où il n'y avait pas évidemment de télésatellite et d'Internet. Donc à l'époque, M. Fillon était mis sur les télécoms et ce bâtiment donc a été abandonné. Et donc on est en train de le recycler pour faire un bâtiment de biotechnologie valorisant les fruits de l'Amazonie et plus classiquement de la maîtrise foncière pour un transport en commun en site propre. Donc on sait faire ça aussi. Donc on a mené la totalité des procédures foncières en 3 ans, expropriation comprise pour 10 km de ligne, ce qui est pas mal, y compris par rapport aux référents, ce que l'on peut trouver dans l'Hexagone pour des chantiers fonciers de ce type en terrain quasiment privé à 70%. Voilà, bon, ça c'était pour un pont qui est en construction aujourd'hui. Deux mots sur la régularisation foncière. Donc là, vous avez des photos de l'intérieur de la Guyane. L'intérieur de la Guyane, il n'y a pas de route, enfin, il n'y a pas de route qui les relie au littoral. Donc pour aller à l'intérieur de la Guyane, ici, c'est le village de Maripasoula. Ben, soit vous y allez en pirogue, il faut 2 jours, soit vous y allez en avion, il faut 1 heure. Voilà, et donc ça peut ressembler à ça. Et pratiquement tout le monde est en situation foncière irrégulière. Donc, nous avons, avec la mairie, mis en place un plan guide de manière à et des actions foncières. Le terrain est communal, donc, pour que les personnes puissent racheter les terrains là où ils habitent avec leur famille depuis fort longtemps. Et enfin, plus classiquement, mais des exemples également. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'extension urbaine parce que ben, la Guyane est essentiellement d'extension urbaine, mais il y a quand même de la rénovation à faire, et pas que sur la maison qui est en haut à droite, hein, mais qui est assez représentative de certains quartiers historiques de Cayenne, désaffectés, dépréciés, vraiment en très très mauvais état, mais qui pour le coup sont au centre de la ville, dans laquelle il y a toutes les aménités, et donc qui font l'objet d'opérations de renouvellement. Donc là, on est sur un métier qualifié public foncier, donc que l'on fait pour le compte de la mairie ou des mairies concernées, de manière à pouvoir améliorer le centre-ville qui n'est pas déserté. Hein, enfin, là, oui, il est déserté, évidemment. Oui, il n'y a pas grand monde sur des squatteurs qui peuvent habiter dans une maison comme ça, mais qui ne fait pas l'objet d'un exode massif comme il peut y avoir eu sous d'autres cieux. Je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour toutes les questions que vous souhaitez aborder. Très bien, merci infiniment, Denis. Effectivement, Emmanuel nous avait averti, mais c'est vrai, on a fait un grand voyage, extrêmement complet et passionnant. Donc, un immense merci. Alors, j'invite tout le monde à rebrancher sa caméra et son micro.
On est nombreux ce soir, hein. Il y a du monde dans les rendez-vous de la SFU, de plus en plus, c'est très bien. Alors, on va essayer de s'organiser pour lancer le débat. Ben, peut-être, alors il y a déjà eu pas mal de réactions dans la conversation pendant que vous parliez, mais aussi des questions auxquelles vous avez répondu naturellement un petit peu plus tard. Donc, on y reviendra peut-être dans un second temps, mais il y a déjà des mains qui se lèvent. Alors, je vais laisser la parole à Michel.